programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, Judith Soumino est arrivée à Goma ce vendredi. C'est pour évaluer l'état des sièges instauré depuis le mois de mai 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel bilan pour Fifi Masuka Saini depuis sa prise des fonctions le 30 avril 2024? En interne, plusieurs projets ont été lancés. 100 jours après, celle qu'on appelle affectueusement la fille aînée de l'Union Sacrée réitère son attachement au président de la République, à suivre tout à l'heure. Nous irons également au Sénégal pour parler des élections législatives. La liste de PASTEF, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, arrive largement en tête des suffrages. Détails dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. Je le disais au sommaire, la première ministre Judith Soumino séjourne depuis ce vendredi dans la ville de Goma au nord Kivu, accompagnée des membres de son gouvernement, dont le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Justice et du Commerce extérieur. C'est pour faire une fois de plus l'évaluation de l'état des sièges instauré depuis le mois de mai 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour instaurer la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À Goma, la chef du gouvernement va écouter toutes les couches de la population. Pachekou Kavundama. C'est en début d'après-midi de ce vendredi 22 novembre 2024 que la première ministre est arrivée à Goma. À l'aéroport international de Goma, elle a été accueillie par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, avec tout son comité provincial de sécurité. Judith Soumino est à la tête d'une forte délégation composée de plusieurs ministres nationaux. Ici à Goma où elle séjourne, elle vit avec une mission précise. Avec le président de la République, on a convenu, il m'a demandé de faire cette mission parce que comme vous le savez l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. Donc c'est l'essentiel de ma visite. Je suis accompagnée de quelques membres du gouvernement ainsi que des députés nationaux et des sénateurs, tous faisant partie des commissions défense et sécurité. Et c'était important de pouvoir faire ce déplacement, pouvoir faire le point avec les forces vives du Nord Kivu. Il faut dire qu'à l'aéroport international de Goma, la chef du gouvernement congolais a été accueillie par de nombreux militants de l'Union Sacrée pour la Nation mobilisés pour cette fin. Judith Soumino va accorder plusieurs audiences aux différentes couches de la population ici au gouvernorat du Nord Kivu où je me trouve pour écouter les avis des uns et des autres en ce qui concerne l'état des sièges décrété depuis le mois de mai 2021 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Dans la foulée, on retrouve le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba. Suivez. Dès son arrivée, Constant Mutamba a été accueilli avec enthousiasme par les militants de son parti politique, la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Les partisans ont exprimé leur fierté de recevoir celui qu'ils considèrent comme une figure emblématique de la jeunesse congolaise et un symbole d'espoir pour le renouveau du secteur judiciaire. En sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba participe activement à cette mission d'évaluation visant à analyser les avancées et les défis liés à l'état des sièges instauré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette mesure exceptionnelle adoptée pour restaurer la paix et la sécurité dans ces régions en proie à l'insécurité est au cœur des préoccupations gouvernementales.
Le ministre d'État Constant Moutamba pourrait également profiter de son séjour pour visiter les maisons pénitentiaires et carcérales de la région. Cette initiative s'inscrit dans sa volonté de réformer les secteurs pénitentiaires et d'améliorer les conditions de détention dans le pays. Aux côtés de ses collègues membres du gouvernement, le ministre de la Justice a réservé un accueil protocolaire à la première ministre Judith Suminwa à sa descente d'avion. Cette visite conjointe illustre l'engagement collectif de l'exécutif à œuvrer pour les retours à la stabilité dans l'Est de la RDC. La mission d'évaluation de l'état des sièges intervient à un moment crucial alors que deux voix s'élèvent pour examiner l'efficacité et l'impact de cette mesure exceptionnelle. Le gouvernement, avec à sa tête la première ministre Judith Suminwa, entend recueillir les observations des parties prenantes pour ajuster, si nécessaire, sa stratégie de gestion de la sécurité dans cette région. Ces déplacements marque une étape importante dans l'action gouvernementale pour renforcer l'état des droits et promouvoir la paix dans l'Est de la RDC. La présence de Constant Moutamba à Goma témoigne non seulement de son engagement en faveur de la justice et des réformes, mais aussi de sa proximité avec les aspirations de la jeunesse congolaise. Le séjour de la délégation à Goma est suivi de près par la population qui espère des mesures concrètes et des résultats tangibles pour les retours à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du pays. Restons dans cette partie du pays avant de changer des chapitres. Plusieurs couches sociales ont réservé un accueil chaleureux avec différents messages à la chef du gouvernement. Parmi elles, un groupe de jeunes présents à l'aéroport international de Goma. Nous venons pour la réévaluation de l'état de siège. Pour moi, je pense que la première ministre va écouter, va comprendre la douleur de la population du Nord Kivu et de l'Ituri. Donc, la réévaluation, c'est-à-dire nous venons pour palper du doigt de la douleur de la population du Nord Kivu et savoir réellement la volonté de la population du Nord Kivu. Je crois que je ne peux dire que la volonté de la population du Nord Kivu, c'est la levée effective de l'état de siège. Donc, il n'y a pas beaucoup plus que ça. La population du Nord Kivu a déjà vraiment est fatiguée de tout ce qui se passe avec l'état des sièges. Nous voulons que cette fois-ci, que ce soit la dernière évaluation. L'ex-ministre, l'ex-gouverneur, ministre de l'extérieur, du commerce extérieur, Julien Palou Kaongia, il avait construit des routes. Il y a l'ex-gouverneur, Karlin Zazou Kassivita, qui avait construit des routes. Et donc, je crois que ces députés doivent avoir honte de ce qu'ils parlent. Ils ne doivent pas vanter la mesure de l'état des sièges sur base de construction des routes. Je crois que la meilleure des choses, c'était de vanter l'état des sièges sur base de quelques territoires conquis, de quelques territoires conquis par le gouverneur militaire et non se lancer dans des trucs qui n'ont pas de quai ni toute la population du Nord Kivu attend seulement la levée de l'état des sièges et non les contraires. Au Lualaba, la gouverneure de province était devant la presse nationale et provinciale ce vendredi 22 novembre 2024 pour présenter les bilans de premiers 100 jours de sa gestion depuis son investiture à la tête de cette province baltifère devant Jean-Marie Kassamba et d'autres professionnels des médias. Fifi Masuka Saini a rassuré les Lualabais quant à sa gestion au regard de nombreuses réalisations. Suivez. Ces grands oral étaient attendus non seulement par les Lualabais, mais par bon nombre de Congolais qui la prennent pour modèle grâce à ses gestions orthodoxes. La gouverneure du Lualaba a choisi de déballer son bilan des 100 premiers jours à la tête de la province depuis son investiture ce vendredi 22 novembre 2024 ici à Kolusi. Fifi Masuka Saini était devant la presse nationale conduite par Jean-Marie Kassamba, président de l'INPC Kinshasa et la presse locale pour non seulement présenter ses nombreuses réalisations, mais aussi et surtout apporter la lumière sur certaines zones d'ombre, au mieux les inquiétudes des Lualabais. Après la projection d'un documentaire résumant ses œuvres au jeu des questions-réponses, la gouverneure du Lualaba a surtout rassuré que tous les chantiers ouverts à Kolusi ainsi que dans les différents territoires vont arriver à leur terme. Le gouvernement provincial, qui s'est doté d'un budget de 3 milliards de dollars sur 5 ans, s'emploie sans contracter de crédit
à répondre aux besoins de la population de Lualaba dans tous les secteurs de la vie. Éducation, santé, eau, électricité, encadrement des créateurs artisanaux, l'harmonie entre communautés pour booster le développement et la province et la quiétude de tous. Je me suis mis sur un plan. Ce que j'ai étudié à l'école, à l'université, j'ai essayé de mettre ça en pratique. Avant toute chose, il faut un plan. Si tu n'as pas de plan, tu ne fais rien. Donc, tu ne peux pas aussi commencer une fondation d'une maison, même de ta propre maison, si tu n'es pas sûr de la terminer. Comme le ministre des Infrastructures zambien m'a dit hier, il m'a dit, cette ville, cette province, en tout cas d'ici 5 ans, ça va dépasser leur ville de Ndola. Il l'a dit hier. Donc, si les autres qui sont très loin ont vu ce changement, nous sommes en train de faire de notre mieux. Actualité oblige concernant la révision ou le changement de la Constitution voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui elle a rendu les hommages mérités. Fifi Masuka Saini dit soutenir totalement ses projets et comme fille aînée de l'Union sacrée, s'est également engagée à militer pour son aboutissement heureux. Depuis Kolwezi, Crispin et Tchibinkoufoua, Télé 50. La descente du président de la République dans le Haut-Katanga, on en parle encore. Une forte délégation du parti Alliance de Forces démocratiques du Congo, FDC, parti cher au deuxième vice-président du Sénat, avait réservé un accueil délirant aux premiers citoyens congolais à Lubumbashi et à Kipushi. Détail dans ce reportage. Du nombre de partis politiques et forces vives qui ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce samedi 16 novembre 2024, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Batilukwebo, était au premier plan, attendu comme un messie. Les combattantes et combattants du parti politique, membres de l'Union sacrée de la nation, ont réservé un accueil délirant aux premiers citoyens de la RDC. Déjà dans la matinée, les membres de différentes structures de l'AFDC au Katanga avaient pris d'assaut la grande place de la Poste. Si nous sommes ici mobilisés, c'est parce que nous avons suivi le mot d'ordre de notre présidente, la femme forte, Maman Tekla Ponzi, avec le vice-président Sébastien Kazembe, avec le secrétaire exécutif M. Kabamba. Ils nous ont mobilisés de venir pour accueillir notre chef de l'État, auquel nous sommes prêts. De tout ce qui va nous dire, nous les enfants de l'autorité morale, nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État. Après un bon moment de la patience, c'est autour de 18 h que le cortège du chef de l'État est arrivé à la grande place de la Poste, lieu prévu pour son meeting. C'est dans toute convivialité que le président de la République a communié avec la population louchoise dans la province du Haut-Katanga. Le dimanche 17 novembre 2024 à Kipushi, cité située à plus ou moins 30 km de Lubumbashi, le chef de l'État est allé à la rencontre de la population de cette partie de la province du Haut-Katanga pour le même exercice. Comme à Lubumbashi, ici l'ambiance était encore au rendez-vous. Les partisans de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, venus des 4 coins de Kipushi, ont inondé le stade de l'unité africaine pour soutenir les actions du chef de l'État. Chapeau bas donc au numéro 1 de l'AFDC au Katanga, Madame Tekla Ponzi, habituée à sensibiliser la masse en pareilles circonstances. Retour au Lualaba chez Fifi Masuka Saini, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et son collègue de la Zambie sont arrivés mercredi 20 novembre 2024 au Lualaba. À l'aéroport de Kolwezi, Alexis Guissaro, accompagné de son collègue zambien, ont été accueillis par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Chingabo, Fifi Masuka Saini a conduit ses hôtes des marques au point kilométrique 0 pour la localisation en prélude du lancement imminent de travaux de construction de la route Kolwezi-Sakabinda dans la province de Western en Zambie d'une distance de 53 km à partir du village Chizuza à une vingtaine de kilomètres du centre urbain. Après l'identification par les deux parties, les gardiens de la tradition et les hommes de Dieu ont de manière symbolique
procédé à la bénédiction de ce projet. Dans une brève intervention des circonstances, les ministres Alexis Gisaro, Mouvouni de la République démocratique du Congo et la gouverneure Masuka ont souligné l'importance qui revêt cette route qui est la résultante de la vision légendaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tard dans la soirée, les deux ministres des infrastructures ont procédé à la signature du mémorandum d'entente dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement Lualaba. Tour à tour, Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, Alexis Gisaro, ministre d'État des infrastructures de la République démocratique du Congo, et Charles Miloupi, son collègue de la Zambie, ont réitéré leur ferme engagement pris par les deux pays en vue de la matérialisation de ce projet pour une meilleure connectivité. Pour eux, cette route sera un grand corridor qui permettra à coup sûr le renforcement des relations bilatérales et des flux commerciaux entre les deux parties. La route Kolwezi-Sakabinda revêt une importance stratégique indéniable en connectant directement la province du Lualaba en République démocratique du Congo et la province des Western en Zambie. Elle ouvrira de nouvelles voies pour le commerce et les échanges dans la région. Au ministère du Commerce extérieur, Julien Paluku a présidé la réunion de la 4e session ordinaire du comité interministériel de pilotage du projet des facilitations du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Au cours de cette réunion, le plan d'action de travail 2025 a été adopté. À l'unanimité, les comités interministériels de pilotage du projet de facilitation du commerce et intégration les plans d'action des travail 2025 qui prévoit un budget de 53 millions de dollars américains, la restructuration de ces projets et des stratégies pour accélérer l'exécution des travaux sur terrain. La Banque mondiale a disponibilisé 152 millions de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo pour financer la construction des infrastructures pour faciliter les commerces transfrontaliers avec les Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, dans les postes frontaliers des marchés, des ports lacustres, des ponts et des routes. Également, ce projet va appuyer l'Office congolais des contrôles de se doter des laboratoires ultramodernes certifiés et la Direction générale des douanes et assises DGDA avec scanner mobile, mais aussi fournir des équipements de contrôle sanitaire au niveau des frontières. Pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a présidé cette réunion à laquelle ont pris part les experts des ministères sectoriels, cet appui de la Banque mondiale dans le cadre du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA, va contribuer à faciliter les échanges commerciaux au profit des petits commerçants et renforcer ainsi l'intégration régionale tout en saluant les travaux abattus par l'unité de gestion du projet coordonné par Thierry Kayembe. Le gouvernement congolais a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale pour un ensemble d'infrastructures à construire au niveau de nos postes transfrontaliers entre la RDC et les pays voisins. Nous avions consommé moins de crédits en 2023 parce qu'il s'est posé de petits problèmes. Rappelons que le 30 octobre dernier, la RDC et les Burundi ont lancé officiellement les régimes commerciaux simplifiés RECOS qui accordent plusieurs facilités aux petits commerçants. Plusieurs réformes menées au sein du ministère d'État en charge de l'aménagement du territoire, des agents et cadres de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et du Fonds national d'aménagement du territoire ont, dans un communiqué lu ce vendredi 22 novembre, remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que leur ministre des tutelles, Maître Guy Luandomboyo, principalement pour la création de l'ANAT et du FONAT, la mise en place des textes de loi portant aménagement du territoire, la mécanisation des plus de 200 agents et plusieurs autres prouesses que l'on peut compter dans l'actif de Guy Luandomboyo. Ils étaient au micro de Benjamin Moudiata. Nous, cadres et agents de l'Agence nationale d'aménagement du territoire et du Fonds national d'aménagement du territoire, exprimons avec profonde ferveur notre gratitude envers le président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement de la République, père de la nation et premier citoyen du pays, son Excellence,
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par son leadership visionnaire et sa détermination, il a honoré les engagements pris devant le peuple congolais tels qu'exprimés par la Première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, lors de la présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous citons doter la NAT et les FONAT des moyens nécessaires pour la réalisation de leur politique. Nous saluons également avec une profonde reconnaissance et une vive admiration l'engagement exceptionnel de notre ministre de tutelle, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Loando Mboyo. Car sous son leadership dynamique et grâce à ses efforts constants au service de ce jeune ministère, au cours des 5 années, des réalisations historiques ont vu le jour. Parmi celles-ci figurent la conduite exemplaire de la réforme de l'aménagement du territoire ayant abouti à l'élaboration des outils fondamentaux de planification spatiale, notamment la loi sur l'aménagement du territoire, la politique nationale de l'aménagement du territoire, le guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et des plans locaux d'aménagement du territoire, ainsi que le schéma national d'aménagement du territoire. Amélioration du panier de la ménagère des agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo était au menu de l'Assemblée générale de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, organisée ce vendredi 22 novembre 2024 à Kinshasa, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, devant près de 700 délégués syndicaux. Fidel Kiangi, président de l'INAP, a restitué ce qui a été conclu dans les accords des Bibois entre elle et le gouvernement de la République. La majorité des délégués présents ont accepté de s'approprier ces résolutions et devront ensuite aller les restituer à leur base. C'est par une majorité écrasante en votant par main levée que le président et délégués syndicaux ont approuvé les différentes résolutions issues des accords des Bibois conclus entre l'INAP et le gouvernement de la République. Acceptant de payer $130 à partir du deuxième trimestre de l'année 2025 pour un huissier en lieu et place de $200 revendiqués par les banques syndicales, le gouvernement a accepté un paiement complémentaire de 50 000 francs congolais. Les agents ont accepté de s'approprier ces protocoles d'accord. Ce n'est pas que tous les problèmes du fonctionnaire est réglé, mais c'est un début et nous, le dialogue social reste permanent. Si jamais il y a d'autres problèmes, nous allons continuer à discuter avec eux. Rappelant d'autres questions évoquées au cours des assises des Bibois, notamment la question de la politique salariale voulue par les chefs de l'État Félix Tshisekedi, la mise en place d'un conseil de discipline, la titularisation, l'INAP croit à cette vision et promet de faire les suivis pour sa matérialisation. Nous avons convenu avec le gouvernement la mise en place d'une commission qui devra désormais suivre la mécanisation des agents et fonctionnaires. Parce que de ce côté-là, il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de critiques par rapport à ce qui a été fait et on a convenu de la mise en place d'une commission paritaire. Rappelons par ailleurs que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a rappelé aux délégués syndicaux de veiller sur le fonctionnement des différents cadres organiques pour bien comprendre les fondamentaux de leur mission, qui est celle de défendre les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. L'Assemblée provinciale du Haut-Lomami vient d'adopter le budget du gouvernement provincial, exercice 2025. C'était au cours d'une séance plénière. Plus de détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami a servi de cadre aux échanges entre les élus légitimes du peuple et le gouverneur du Haut-Lomami, Banzamouloumé Marmou, sur la présentation du projet d'édu budgétaire exercice 2025 ce vendredi 22 novembre 2024. En fait, le gouverneur a été devant les députés provinciaux réunis en plénière sous la direction de l'honorable président Basile Mouleba Chinuich en vue de défendre et de répondre aux préoccupations des honorables députés sur le projet d'édu budgétaire exercice 2025 de la province du Haut-Lomami. Banzamouloumé Marmou s'est évertué à donner la position du gouvernement provincial face aux multiples désidératas soulevés par les élus du peuple de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, cela après un moratoire de 2 heures lui accordé.
accordée. Le patron du Olomami, Banzamouloumé Marmo, a pris en compte toutes les recommandations formulées par les honorables députés provinciaux au projet du budgétaire exercice 2025, car fondé sur les 6 piliers, à savoir créer plus d'emplois, contribuer à la protection de l'espace provincial, aménager l'espace provincial pour une connexion maximale, garantir l'accès aux services sociaux de base, pour ne citer que ceux-là, car celui-ci vise le bien-être de la population. Après l'intervention du gouverneur Marmo Banza, les députés provinciaux ont procédé à l'adoption du dit et dit budgétaire exercice 2025. L'Assemblée provinciale du Olomami vient de doter le gouvernement provincial de son outil de gestion pour l'exercice 2025. Il s'agit d'un budget estimé à 281 milliards 600 millions. Les députés provinciaux ont félicité Marmo Banza, gouverneur, et toute son équipe gouvernementale pour le travail réalisé. Marmo Banza, gouverneur, a quant à lui s'est dit satisfait de l'adoption du budget, tout en remerciant les élus légitimes du peuple pour l'adoption du budget et en félicitant son équipe gouvernementale pour le travail abattu. Place à présent au retour du bâtisseur. Jacqueline Pengue, ministre honoraire, près le premier ministre du gouvernement Ilunga Kamba, désormais docteur honoris causa. Cette distinction prestigieuse lui est décernée par l'école doctorale du Centre des valorisations professionnelles de Tunis en partenariat avec l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée basé à Abidjan. La cérémonie a eu lieu le 13 novembre dernier à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est au cours d'une cérémonie solennelle de haute portée scientifique organisée le 13 novembre dernier à Abidjan par le Centre de valorisation professionnelle de Tunis en partenariat avec l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée que plusieurs éminentes personnalités de 16 pays de l'Afrique ont reçu leur titre de docteur honoris causa. Parmi ces personnalités méticuleusement triées qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs et reconnues comme ayant impacté positivement le continent africain, figure Jacqueline Pengue Sangagnoy, ministre honoraire du gouvernement Ilunga Kamba. Cette prestigieuse distinction lui est décernée loin des frontières congolaises et avant tout, selon les organisateurs, une reconnaissance des multiples services rendus à la nation congolaise. Ses contributions sur le plan politique et social ont eu un impact positif sur la société, son engagement envers la population et son accessibilité à tous, sans distinction de rangs sociaux. Émue par cette marque de reconnaissance, la récipiendaire a dédié son titre à toutes les femmes et jeunes filles de l'Est de la RDC victimes de violences multiformes. Car pour elle, cette distinction est un honneur envers la femme congolaise qu'elle invite à plus d'engagement dans les actions de développement à la base avant de remercier les organisateurs pour la reconnaissance de ces modestes contributions dans plusieurs domaines de la vie. Pour rappel, cette cérémonie est une première pour l'école doctorale du Centre de valorisation professionnelle de Tunis. De toutes les personnalités africaines honorées lors de cette édition, figurent également des premiers ministres, ministres d'État, ministres en fonction et honoraires, et d'autres personnalités du monde politique, économique, académique, culturel, ainsi que de milieux associatifs. De ces lots, 5 personnalités de la RDC étaient parmi les récipiendaires. Dans son discours tenu lors de la reprise des cours à l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba, président, directeur général de cet institut, avait instruit à l'ensemble de la communauté estudiantine de l'obligation du port des tenues des villes au sein de l'établissement tous les lundis et jeudis de la semaine. Pour se rendre compte de l'effectivité de ces mesures, le PDG a effectué une ronde dans les auditoires. Pour se rendre compte de l'effectivité de cette mesure prise pour la tenue vestimentaire, Martin Ekanda Odimba, président directeur général de l'ISIPA, est lui-même descendu sur terrain pour vérifier dans chaque auditoire les respects du port des tenues des villes. Il va sans dire que cette mesure ne s'applique pas seulement aux seuls étudiants, mais aussi à l'ensemble du corps enseignant et administratif de l'ISIPA. Sachez que toute cette ville a
vous devez vous habiller tel que vous êtes là. Donc on vous accompagne déjà. J'ai un message pour vous concernant le stage que vous allez bientôt faire. Sachez que pour cette année, tous les finalistes seront en stage au même moment. Pendant sa ronde dans les auditoires, le PDG Martin Ekanda Odimba a profité de l'occasion pour s'entretenir avec les étudiants finalistes, les encourageant à s'appliquer pour être sélectionnés au concours qui sera organisé pour envoyer les étudiants au stage académique à l'étranger. Je vous ai parlé de partenariat, que ce soit avec Huawei, que ce soit avec Africell, FPI, ils soutiennent la recherche appliquée au niveau de l'ISIPA. Et vous allez bientôt avoir à votre disposition le premier laboratoire de recherche au sein de l'ISIPA avec le matériel qu'il y a dans aucune université ici au niveau du Congo. Cette année, en plus du Maroc, où les étudiants de l'ISIPA se sont rendus en stage académique, l'année passée, Martin Ekanda Odimba, PDG de l'ISIPA, a promis d'envoyer les étudiants en Chine, Dubaï et Congo-Brazzaville pour acquérir de nouvelles expériences d'ailleurs. Rendons-nous au Sénégal. Avant de se quitter, la Commission nationale des recensements des votes a confirmé les résultats des législatives du 17 novembre dernier, des résultats désormais officiels qui consacrent la victoire écrasante au parti au pouvoir du Premier ministre Ousmane Sonko. Le PASTEF obtient 130 sièges sur les 160 que compte l'Assemblée nationale sénégalaise. Les détails dans ces récits de Ketia et Choko rendus par Héritier Tamboa. Au total, 41 listes étaient en compétition pour les 165 sièges. C'est la Commission nationale de recensement des votes CNRV qui a procédé jeudi au tribunal de Dakar à la proclamation officielle des résultats des élections législatives anticipées. Ceci est sans doute une victoire écrasante et inédite depuis 1988 selon plusieurs sources. Le PASTEF au pouvoir depuis la présidentielle de mars 2024 a gagné 130 des 165 membres en jeu et obtient ainsi l'écrasante majorité qu'il réclamait pour pouvoir appliquer son agenda de rupture et de justice sociale. Selon plusieurs sources, les sièges restants ont été remportés par des formations politiques minoritaires avec 1 à 3 sièges au maximum pour cette 5e législature. En rappel, l'Assemblée nationale de ces pays avait été dissous le 12 septembre dernier, une dissolution intervenue à la suite d'un bras de fer entre le nouvel exécutif et le Parlement dominé par la coalition Baby de son prédécesseur Macky Sall. Le président en place avait motivé la convocation anticipée du corps électoral par son souhait de disposer d'une majorité parlementaire pour matérialiser sa promesse de transformation systémique du pays. Place au rappel des titres à présent. Judith Soumino est arrivée à Goma ce vendredi. C'est pour évaluer l'état des sièges instauré depuis le mois de mai 2021 par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel bilan pour Fifi Masuka Saini depuis sa prise de fonctions le 30 avril 2024 en interne? Plusieurs projets ont été lancés. 100 jours après, celle qu'on appelle affectueusement la fille aînée de l'Union sacrée réitère son attachement au président de la République. Au Sénégal, élection législative, la liste des PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko arrive largement en tête de suffrage. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.